Bonjour à tous, nous sommes le 30 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Beaucoup de choses se sont passées ces dernières 24 heures. Non, je blague, c'est beaucoup plus calme quand même que la semaine dernière. À l'heure où j'enregistre, nous avons Maxime Sorel qui a presque passé la ligne d'arrivée, il reste encore quelques minutes. Félicitations à lui. C'était une des choses qu'on a étudié quand même pas mal sur cette chaîne. C'était la bataille de la 10e place et de savoir si Ramel Tripon allait le dépasser. J'étais pas mal persuadé que oui, de remonter de l'Atlantique Sud. Et il s'avérait que non, étant donné que Ramel Tripon était un peu plus lent que ce qui avait été prévu, honnêtement, et que il n'est pas arrivé trop tard pour cette grosse dépression qui passe, qui est tellement creuse qu'elle est plus creuse que ce qu'ils ont trouvé dans les mers du Sud. Et Maxime Sorel a réussi son pari à rester devant cette dépression-là et arriver à temps avant que de se prendre la grosse claque. Et donc en ce moment, ça doit pas être très rigolo pour Armel Tripon qui a pas beaucoup de nourriture, qui lui reste pas beaucoup de nourriture. Il a une mauvaise mer, beaucoup de vent et il fait une route tout doucement. Je pense que son objectif, j'ai fait un routage hier et je pense que son objectif c'est d'avancer à toute petite vitesse pendant que la dépression passe devant et puis ensuite de s'aligner derrière avec une grosse mer quand même avant que la grosse dépression ici arrive. Un de mes lecteurs, une des personnes qui a laissé un commentaire a demandé à savoir qu'est-ce qui se passe pour Clarisse Kramer. On va regarder un petit peu quelles sont les possibilités pour elle en termes de route. Je suis un peu limité par mon routage, pour mon logiciel, pour ce genre de choses un peu spéciales qu'on va faire. Et puis on va surtout s'intéresser encore à une mise à jour de ce groupe de milieu où il y a quand même une grosse bataille et où les classements et les positions ne sont pas décidés. Il y aura comme probablement une vague d'arrivée à ce niveau-là. Il y a quand même une forte compétition entre tous ces marins, particulièrement pour, je dirais, oui, en fait, je pense que tous sont un peu dedans. Peut-être que Didac Costa est un petit peu à l'arrière, donc c'est à voir s'il est aussi à fond, mais c'est certain que personne n'a très envie de laisser les autres passer devant. Alors j'ai fait deux routages pour la Banque Populaire, pour Clarisse Kramer. Vous voyez un qui est rouge ici, qui monte et qui descend, qui arrive jusqu'au sable, et un qui est bleu et qui descend très très bas comme ça. Alors en réalité, elle va faire ni l'un ni l'autre. Laissez-moi écouter moi un petit peu. Donc si on regarde la météo, si on la fait jouer, est-ce que ça va aller vite? Oui, ça va quand même assez vite là. On voit que donc là c'est la grosse dépression, Justine, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis derrière il y a celle-ci qui la gêne aussi beaucoup. Et donc les deux routes, il y a une route qui monte comme ça au nord qui est plus courte, qui va remonter et qui va se prendre. On peut voir qu'en termes de vent, il est tout à fait possible d'avoir une météo une route qui monte pas mal nord et qui évite le gros de cette dépression-là, sachant qu'après, il y en a une troisième qui est moins creuse quand même, mais c'est quoi une costaud, 50 nœuds encore, et qui va passer plus nord par contre, donc la route rouge ici évite le pire du vent. Et elle a annoncé qu'elle allait faire attention à laisser passer les deux dépressions. Parce qu'en fait, quand on a deux dépressions l'une derrière l'autre comme ça, il y a des problèmes de mer. Donc, on va regarder vite fait le Grimm, qu'est-ce qu'il dit en termes de mer. Alors, c'est un petit peu moins facile à voir. Ici, quand c'est violet, c'est très très grave. On annonce plutôt 14 mètres de creux. Donc ça, c'est une très grosse tempête. Faut pas être là, c'est extrêmement dangereux. Faut éviter la zone. Il y a l'abeille, c'est plus l'abeille, je sais plus comment il s'appelle son remorqueur à Brest qui part dans ce genre de tempête, quoi. C'est là qu'il sort. Donc, j'ai fait un autre routage qui évite le pire de la mer. Et mon routeur n'est pas capable d'avancer doucement et puis d'accélérer derrière, quoi. Il n'étudie pas les possibilités de route lorsqu'on va plus lentement que ce que la polaire le dit. Donc ça me limite un peu et plutôt que bidouiller pendant des heures à essayer de faire quelque chose, je vous propose un autre routage qui lui évite 5 mètres de creux maximum, ce qui est déjà une bonne mer, et qui passe par là. Et en fait, la raison pour laquelle il faut rester très sud, c'est que on voit cette zone ici où il y a 8 mètres de creux qui sont que la zone rouge ici, la route rouge ici passe dans 7 mètres 50 de creux, probablement 8 par endroit, et donc est très très difficile à manœuvrer. Et bon, pour quelqu'un qui son objectif c'était de finir le Vendée Globe, qui est 12e, je crois, 12e, oui, 12e, qui est loin derrière Armel Tripon, loin devant Romain Atanasio. Il n'y a pas grand-chose à gagner en termes de place. Tant qu'elle a de la nourriture, que son bateau va bien, il n'y a pas d'avantage, vu que c'est son premier Vendée Globe, de gagner une journée en prenant des risques. C'est pour ça aussi que c'est peut-être un peu moins excitant pour nous, il y a un peu moins de compétition quand même que quand il y a, que pour ceux qui sont dans le groupe de tête.
Ceci dit, on voit la stratégie. Enfin, moi, j'ai essayé de vous montrer ce que Clarisse Kramer, en très très simplifié, ce que Clarisse Kramer étudie au final. Et elle va faire probablement une route, je m'attendrai à une route qui suive un petit peu cet arc comme ceci, à petite vitesse, ce que mon routeur n'est pas capable de faire, mais le sien, oui. Le sien coûte à peu près 3 000 €, pas le mien. Et donc, elle va faire comme ceci. Et ensuite, elle va passer dans ce creux-là, ici, de mer. Donc on voit, il y a quand même 5 mètres de creux. Et elle va remonter directement, comme ceci, à l'arrière de cette dépression, entre les deux. Pas mal sud, à mon avis, pour remonter doucement par là. Elle va quand même naviguer dans des mers vraiment fortes. Il va falloir qu'elle arrive, hein, donc de toute façon, je ne m'attends pas à ce qu'elle attende une troisième dépression derrière. Je vois pas, vous voyez, il y a encore une autre ici qui annonce 8 mètres de creux derrière. C'est le cœur de l'hiver en Europe, il faut naviguer dans ces conditions. Ça veut dire aussi que ça va être, contrairement aux mers du Sud, la différence c'est que la mer est très haute mais pas forcément aussi longue, donc c'est plus dangereux. Et en plus, il y a beaucoup de bateaux, même si je veux dire, il y a beaucoup de bateaux, oui, enfin il y a plus de bateaux que dans les mers du Sud où il y a personne. Et ensuite, la mer peut localement être encore pire que ce qui est annoncé dans les grippes parce qu'il y a un effet du plateau continental à l'arrivée autour de l'Espagne et surtout en France. Il y a le fond de la mer remonte, hein, enfin le fond, oui, le fond de la mer remonte. Et donc lorsque ça remonte comme ça soulève une grosse mer. Les vagues deviennent encore plus hautes, elles déferment plus vite et c'est dangereux pour les bateaux. Donc, je pense qu'elle va suivre une route assez lente comme ceci et quelque chose qui soit un peu intermédiaire dans cette zone, dans une zone entre les deux dépressions que on voit ici, vous voyez, entre ces deux-là, avec quand même une grosse mer. Et on verra si, voilà, elle va passer tout doucement comme ceci, beaucoup plus longtemps que ce que vous voyez là, laissez passer ça comme ça, et dans cette creux-là, a priori, avancer comme ceci. Je m'attends. C'est ce qu'elle a annoncé aussi, donc on verra. Et puis on lui souhaite bon courage, c'est pas facile de finir dans ces conditions. En milieu de terrain, ici, nous avons Charal qui continue à rattraper doucement Norma Athanasio. Ils sont tous les deux dans la zone anticyclonique entre les Alizés et le train de dépression du Nord. Et donc, bon, Charal n'a pas encore dépassé Romain Athanasio, même si, bon, pas de pitié, hein, Jérémy Bayou, pas de pitié. Il va la doubler. Donc on va s'intéresser, on avait vu l'option ici hier, il y avait une option nord un peu pour Arnaud-Boissière et une option ouest, voire extrême ouest pour ceux qui sont derrière. On va regarder un petit peu si ça a changé. Et en fait, déjà une première chose qui a changé, c'est qu'on voit que Arnaud-Boissière n'est pas parti pour prendre la route nord et on va voir pourquoi. Donc voilà en gros les routages que j'ai fait de différents bateaux du groupe. L'ami Kaline en premier qui est quand même un petit peu décroché à l'avant, il a réussi à creuser l'écart avec ceux qui sont derrière. Et puis nous avons Time for Oceans qui est bien au milieu du groupe et Medalia qui est quelqu'un qui étudie beaucoup ses trajectoires mais qui est un bateau plus vieux et qui va être plus lent que le reste. A priori, en tout cas surtout dans des conditions de reaching, et on peut voir que sa route est un peu différente. C'est le fait de sa polaire. Ma polaire n'est pas exactement la sienne, mais malgré tout, elle est celle d'un bateau plus vieux qui n'a pas la capacité à accélérer autant qu'un bateau comme Time for Oceans, qui est un ancien bateau avec des foils rajoutées, qui est donc capable de plus accélérer. C'est pour ça qu'il est capable de faire une route plus longue comme ça. Puis on va voir qu'il arrive plus vite, plus loin. Donc, en premier lieu, on voit que l'ami Kaline, sur la route optimale calculée par mon logiciel, il y a la possibilité de faire une route nord directe, beaucoup plus courte que les autres. On peut voir que ça, c'est Time for Oceans, qui est juste derrière la fabrique, et on peut voir que l'écart ici est vraiment significatif si jamais il était capable de faire cette route-là. 450 000, boum, c'est la possibilité de faire cette route nord très directe à travers l'anticyclone ici. Si on lit vite fait la météo, on peut voir que cette route directe, vraiment, elle passe à travers cette zone anticyclonique qui s'efface un petit peu, mais qui est quand même pas géniale, et puis ensuite de remonter par ces vents-là qui sont plutôt contraires au près, et de remonter et d'arriver, de finir beaucoup plus en avant que les autres. Et puis si on regarde le cap que fait Arnaud-Boissière, on peut voir que c'est pas du tout ça qu'il fait. Alors est-ce qu'on est tort? Déjà, je me souviens que si vous suivez régulièrement, que la route optimale calculée, bon, c'est un point, mais en réalité, les bateaux peuvent aller souvent à un tunnel qui est dans lequel ils peuvent évoluer. Si on regarde justement ce tunnel de Arnaud-Boissière, on peut voir qu'il y a quand même, en termes de route nord, un intérêt à aller tout de suite d'avoir un angle un petit peu meilleur dans les alizés, de descendre plus sous le vent. Et puis on peut voir surtout que ceux de derrière, il y a quand même un fort avantage, comme on avait vu sur ceux des leaders, de prendre une route très ouest. Alors là, c'est une route ouest encore plus ouest que Louis Burton. Je ne pense pas que les marins vont faire une option aussi extrême, mais malgré tout, on peut voir qu'ils ont un sort de tunnel ici, et puis ça s'arrête un peu par ici, quoi. C'est un peu l'option qu'ils peuvent faire.
Et puis ensuite, ben, l'objectif étant de prendre le train de dépression. Une des raisons pour laquelle Arnaud Boissière a la chance de pouvoir prendre une route plus courte, en théorie, c'est qu'il peut saisir le bras de cette dépression ici, qui va écraser l'anticyclone des Açores. On le voit quasiment disparaître. Comme quoi, c'est une grosse dépression. Et donc, est-ce que les autres derrière ne peuvent pas prendre? Et donc, ils sont obligés à la limite de faire une route beaucoup plus longue. Mais il y a un inconvénient majeur à prendre une route très différente lorsqu'on est 15e. En voile, c'est pas toujours avantageux d'être devant. Ou en tout cas, c'est pas toujours d'être avantageux quand on est devant de prendre la route la plus courte. Parce que quand on prend la route la plus courte ou quand on prend une route différente de ceux qui sont derrière, on donne aussi la possibilité aux autres d'avoir un meilleur vent ou un vent différent de ce qui est annoncé, de se retrouver planté, notamment dans cette zone ici où les vents vont être quand même compliqués parce que c'est un changement des régimes et que c'est la fin de l'anticyclone et le début d'une dépression, mais c'est tout pas très bien défini. Pendant que les autres, eux, vont filer vers au reaching, dans une très bonne angle de vent, et ils vont beaucoup accélérer et vont prendre le train de dépression ici où ici la météo est assez claire. On se souvient que Louis Bourton, son option sur l'ouest avait très bien marché. Les modèles sont plus clairs, plus certains de passer par ici que par là. Donc il y a plus de risques à passer par là et en donnant l'opportunité aux autres de vous rattraper, vous avez la chance de vous faire rattraper. Alors que si Arnaud Boissière, avec ce je sais plus combien de milles d'avance, on va regarder vite fait, il a environ 150 000, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, un bon 150 000 d'avance sur la fabrique. Je suis fatigué, donc si c'est pas 150 000, me tuez pas. Mais c'est plus de 100 000. Et bien, il peut contrôler la course. Et c'est là que la tactique joue. Ça vaut pas forcément la peine pour lui, s'il veut assurer sa 15e place, de tenter le coup et de chercher à faire 400 000 d'avance. Contrôler la course, ça me semble une très bonne décision. Autre point sur ce groupe-ci, à l'heure du classement de 21h UTC, alors je pourrais mettre à jour parce le classement de 5h vient de passer, mais je vais finir là-dessus si vous voulez bien. Le Pipard est en train de finir le poteau noir. Je vous rappelle que le poteau noir monte à peu près jusqu'ici, c'est quand même assez haut. En fait, la cartographie de Vendée Globe est assez trompeuse ici. Et Didac Costa va être pas mal dedans. Alors, tous les marins, bien sûr, à cette saison, à cet endroit-là, d'habitude, le poteau noir est pas trop actif. Ceci dit, Didac Costa peut encore se faire bien planter, c'est possible. Un peu comme Romain Attanasio qui, lui, a passé 48 heures arrêté. J'en ai déjà parlé hier. Et donc a perdu toute son avance sur Jérémy Bayou et va probablement perdre sa 13e place. Elle porte malheur. Voilà, donc c'est un petit peu ça pour ce groupe de... Et voilà, j'avais commencé l'enregistrement et Maxime Sorel n'avait pas passé la ligne d'arrivée. Maintenant, il a passé la ligne d'arrivée et si on regarde sur la carto, il va déjà vers le chenal. Et en fait, en effet, il arrive pile poil au moment où la marée est haute, donc il peut vraiment complètement s'échapper de la tempête, ce qui est quand même probablement ce qu'il avait regardé. J'avoue que je l'ai pas regardé moi. Et donc ça lui permet de rentrer à marée haute et de se réfugier et puis de se faire accueillir aussi. Je crois qu'il y a un live. Je sais pas si j'ai le droit de vous le diffuser, mais oui, il y a un live en ce moment sur le Vendée Globe. Vous le voyez maintenant là. Je vous conseille de le regarder ou en tout cas de regarder ce qu'il a à raconter. Oui, voilà, youhou. Et sur ce, je vous souhaite bon vent en bonne mer et je ne sais pas si je vous dis à demain. Je pense ralentir un petit peu les cadences parce que il y a un peu moins de choses à parler probablement. Et puis que bon, j'ai envie de voir l'America's Cup. Enfin, ça s'arrête parce que l'Italie a écrasé les Américains, mais bon. Je vais peut-être ralentir un petit peu la cadence de publication. Et puis, moi, je publierai probablement d'autres choses lorsqu'il y aura d'autres courses, ça c'est sûr. Peut-être en anglais et pour certaines. Voilà, c'est pour ça. À la prochaine.